Bonjour à tous et bienvenue dans le portrait de la semaine. Vous connaissez l'émission. Dans ce face-à-face, un invité vient nous parler de son parcours et de sa vie. Aujourd'hui, nous recevons une personne aux multiples personnages, c'est cas de le dire, puisqu'il est ventriloque. Bonjour Marc Métral. Bonjour Nicolas. Comment allez-vous? Bien. Bien installé dans ce fauteuil, prêt à vous confier? Ah, les gens sont adorables, il fait bon, tout va bien. Eh bien, on va tourner ensemble la première page de ce livre consacré à votre histoire. Vous êtes né près de Lyon et c'est vrai que la ventriloquie et ce monde de magie vous passionnent depuis votre plus tendre enfance. D'ailleurs, dans le village où vous viviez, il y avait 3 télévisions. Et la petite récompense, c'était une fois par mois d'aller devant l'une d'entre elles. Exactement. Et il y a une émission qui vous a particulièrement marqué, c'était La piste aux étoiles. En quoi ce monde féerique vous faisait rêver, Marc Métral? Alors d'abord, on allait chez Madame Serre. Alors, quand on allait chez Madame Serre, c'est la seule qui avait la télévision. Et c'était surtout pour la piste aux étoiles, effectivement. Et j'ai vu pour la première fois un homme arriver. Il y avait 2 grands œufs immenses et il a fait sortir des autruches. Ces autruches ont commencé à parler. Et moi, je dis, mais c'est pas possible. Vous aviez 7 ans d'ailleurs. Oui, à ce voilà. moment-là. Et j'ai dit, comment un homme qui était déjà un homme d'un certain âge pouvait avoir cette poésie, cette simplicité à faire parler des plumes, J'ai dit, mais il est incroyable, quoi. Voilà, ça a commencé comme ça. Et de votre groupe d'amis, vous étiez le seul qui était fasciné par cette émission? Là, j'étais en famille. Non, tout le monde venait voir la piste aux étoiles, mais en fait, à l'époque, j'en ai même pas parlé. Mais c'était rentré dans mon subconscient. Et c'est ensuite, quand j'étais animateur pour enfants, pour gagner un petit peu d'argent l'été, que j'ai eu, mais peut-être on va en parler tout à l'heure, non? Ben oui, parce que justement, c'est vrai que c'est adolescent, comme vous le disiez, vous avez été animateur dans les VVF. Les VVF, c'est les villages vacances famille. Vous deviez vous occuper de 150 enfants entre 10h et 17h. Ben, le principe, c'est que les parents allaient à la plage à Oui. ce moment-là. Et vous avez eu une idée quand même révolutionnaire pour les faire manger. Vous avez créé un personnage qui s'appelait Chochotte. Voilà. Voilà. Et puis petit à petit, devant la vitrine du restaurant, plusieurs petits curieux venaient regarder cette prestation. Finalement, est-ce que c'est ce premier public qui est une source d'inspiration pour vous? Oui, en fait, j'étais pas ventriloque à l'époque, je faisais une autre voix. Mais en fait, j'attendais. Est-ce que tu as fini ta viande, toi? Dépêche-toi, je vais aller chercher Chochotte. Ah, toi, tu as fini, c'est très bien. Et je faisais une histoire à épisode. Il était toujours en haut du précipice. Et après, demain, je faisais la suite le lendemain. Et petit à petit, effectivement, j'ai vu les parents venir au moment de Chochotte, regarder. J'étais très gêné parce que c'est un truc pour les enfants, c'est pas terrible. Bon, Et puis finalement, j'ai fait un truc à la veillée adulte. Et là, ça a cartonné. Et ils ont beaucoup aimé. Et j'appelle maman. Et je lui dis, maman, ça y est, je suis ventriloque, j'arrête tout. Elle dit, oui, c'est ça, oui. Alors, avec le bon sens paysan, parce que mes parents étaient agriculteurs, ils ont dit, non, tu finis tes études et après, tu pourras faire ce que tu veux, en fait. Et c'est de là que c'est une sorte de déclic, on peut le dire, Marc Métral. Oh, oui. Quand je pense maintenant au chemin qu'il a fallu parcourir, au travail que j'ai dû faire, heureusement qu'ils ont eu cette sagesse-là. Parce qu'après, même en rencontrant mon maître de ventriloquie, j'ai vu qu'il y avait encore beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, la ventriloquie, beaucoup de passion. Et vous montez à Paris en 1975. Alors vous intégrez une école de cirque et c'est vrai que vous apprenez l'acrobatie, le jonglage, mais ce n'est pas du tout ce qui vous passionnait. À côté de ça, vous avez trouvé des petits cabarets comme la boîte à frites ou encore les blancs manteaux Ouais. pour donner l'âme à vos personnages. En quoi est-ce qu'ils reflétaient votre personnalité, Alors, ces personnages? les personnages, la poésie m'intéressait beaucoup et j'avais toujours des personnages un petit peu dans les nuages. Et en fait, je veux dire, la boîte à frites, je me rappelle à l'époque, j'étais payé 50 francs et ces 50 francs allaient directement au taxi pour revenir, parce qu'à 2 heures du matin, il n'y avait plus rien dans Paris, pour revenir à la maison. Donc c'était vraiment... et en blanc manteau, pareil, j'étais très peu payé, mais j'avais un public. Et comme ça, j'ai pu arriver au cirque d'hiver pendant le cirque de demain pour aider les jeunes artistes qui débutent. Parce qu'avant, j'envoyais à tous les agents, aucune réponse. Des prospectus, il n'y avait pas Internet, donc il fallait y aller. Et c'est seulement le 17 novembre 1977 qu'au cirque d'hiver,
j'ai eu le premier agent. On va en parler, non? C'était en 1977 d'ailleurs. Ouais. De ce premier prix, vous avez reçu 1500 francs. Oui. Et c'est vrai que pour vous, c'était énorme à l'époque, 1500 francs. Et en plus, vous vous faites repérer dans cette salle par une dame qui s'appelait Carmen Bajot. Oui. Alors, elle vous dit au départ, bon, la technique n'est pas bonne, mais je suis sûr qu'on peut faire quelque chose de toi. Et il me semble que votre premier contrat, c'était pour aller vous acheter un costume, Marc Ah oui, Métral. oui. Alors, elle me dit, bon, la technique est nulle. Vous ne regardez pas le public. Les marionnettes sont jolies, mais mal manipulées. Alors, je dis, mais pourquoi vous voulez m'engager alors? Elle dit, non, il y a du potentiel. D'abord, vous allez me changer ce costume. Je dis, écoutez, on allait chez Vicaire à l'époque, qui était le maître des costumes. Le maître. Et je dis, mais j'ai pas l'argent pour aller chez Vicaire. Elle me dit, alors c'est très facile, je vous paye je vous envoie à l'étranger et vous allez faire un contrat. Et avec l'argent du contrat, vous allez chez Vicaire. Je dis, ah bon, il y a du travail à l'étranger? Alors j'ai dit, oui. Et c'est où? À Téhéran. Je dis, à Téhéran, en Iran, c'était du temps du Shah. Et elle me dit, vous allez être payé $110 par jour. Alors je dis, vous vous moquez de moi là, c'est pas possible. Ça, même de l'époque, c'était énorme quoi. Et c'est ce qui s'est passé, pas très bien, hein, puisque au bout de 15 jours... Vous ne parliez pas bien anglais. Voilà, exactement. C'est ça. J'avais un anglais scolaire, mais les gens dans la salle ne me comprenaient pas. Et le directeur appelle Carmen en lui disant, voilà, le petit blond là, je vous le renvoie, hein, parce que c'est pas ça. Hein. Est-ce que les gens se plaignaient à ce moment-là du fait de cet accent? C'est le directeur lui-même, les gens ne me comprenaient pas. Donc le directeur disait, mais je ne vais pas payer un type qui ne marche pas, quoi. Donc Carmen a été exceptionnelle. Elle a dit, si Marc revient, je ne vous envoie plus aucun artiste. Ah. Et, ça a été douloureux pour vous, ce moment-là? Ça a été douloureux, d'autant plus que la ville à Téhéran était difficile aussi. Heureusement que j'avais les frères Frediani, qui étaient des anciens boxeurs, qui étaient des jongleurs, qui me protégeaient un peu. Il y avait beaucoup d'homosexualité aussi, parce que les hommes étaient, comme un peu encore maintenant, les contacts étaient difficiles. Bon, voilà. J'ai assez mal vécu ça, mais j'ai pu aller chez Vicaire, par la suite, acheter le costume, et petit à petit, j'ai progressé. Donc, je suis une fière chandelle à Carmen. Oui. Alors maintenant, Marc Métral, on va regarder un petit souvenir, vous êtes d'accord? Ah. Je vais vous montrer une vidéo. On est en novembre 1983. Vous êtes à la télévision avec Michel Drucker et une dame du public, évidemment. Vous leur faites de la ventriloquie. On regarde tout de suite cette vidéo. Volontiers, oui. Michel Drucker et madame. Très très bien, merci. Alors regardez le public, ne me regardez pas. Hein. Ok, Michel, vous êtes prêt? Oui. Michel Oh là, Drucker ça va qui est très toujours bien, là. hein. Hein. Oui. Ah bah oui, ça vous fait pas mal, Il non? m'a donné la Ah, première non, chance. allez-y. Ah bon. You speak English. I speak English very good. Very good. Et ici, ce soir, nous avons une très jolie femme. Ouvrez un peu plus grand la Pris bouche, au hein. hasard, rien n'était prévu, à part Pas fâché, hein? Michel Drucker timide et quand Enrico même, hein. Macias, qui eux étaient... c'est une de mes premières télévisions, et pendant 1 an, toutes les semaines, j'ai appelé la production de Michel Drucker. Pour Et passer dans l'émission. Pour passer dans l'émission. Et chaque fois, bien sûr, non, ça ne nous intéresse pas, mais j'ai gardé ma détermination. Et je pense que c'est de guerre lasse qui se dit, bon, qu'est-ce qu'il fait? Donc j'ai fait l'audition dans les bureaux et finalement ils m'ont engagé. Donc c'était vraiment une grande Donc la détermination. persévérance est une de vos qualités. Oui. Est-ce que quand vous regardez cette vidéo, vous avez une sorte de nostalgie? Non. La nostalgie, je l'aurais plus pour Cadence 3, qui était pour Guy Lux, qui m'a vraiment donné un sacré coup de main aussi, puisque j'avais fait une grand-mère grande en nature qui s'appelle Florentine, un des premiers grands personnages. Oh non, avec une voix comme ça. Et quand Guy Lux a vu cette mémé qui était à côté de moi, mais elle marchait avec moi, tout ça, il a dit, voilà, il me la faut dans la classe avec Fabrice. Et je pense que c'est cette grand-mère qui a donné l'idée au Vamp de créer les deux personnages. J'étais un peu précurseur dans ce... Donc j'ai beaucoup d'affection, de reconnaissance pour Guy Lux aussi. Ouais.
Et c'est vrai qu'après pas avoir parcouru les plus grands cabarets du monde, vous faites aussi vos débuts au Moulin Rouge. On est en 1985 dans une revue qui s'appelle Femme, Femme, Femme. Oui, Voilà. exactement. Et c'est vrai que vous avez eu des périodes d'interruption, vous êtes revenu. En quoi ce lieu a-t-il été un coup de foudre pour vous? Alors, il faut dire que c'était le Graal. Il fallait atteindre pour aller atteindre le Moulin Rouge ou le Lido, le Moulin Rouge, il faut faire quelque chose d'unique au monde. Donc, pendant des années, j'ai pris des cours pour être chanteur d'opéra. J'ai fait parler un violoncelle. J'ai joué du violoncelle et en haut des clés, il y avait des yeux qui s'ouvraient et qui disaient « j'ai la corde sensible ». J'ai cherché des idées originales jusqu'à ce que j'offre à mon épouse Viviane un petit chien parce qu'on était au Casino Rulle. Elle venait pas tous les soirs au cabaret, donc on n'avait pas d'enfant. Et donc, elle est allée acheter un petit chien blanc, comme ça. Et quand et donc, je cherchais toujours des idées. Hein. Et lorsque les amis venaient à la maison, je disais ah ben, t'as bien dormi? Non. Tu veux encore y aller? Oui. Alors vas-y là-bas. Et juste faire ça, les choses, mais c'est incroyable, le chien il parle. Et ça m'a donné l'idée de faire parler ce chien. Il s'appelait Sissi la première. Et c'est cette idée-là qui m'a fait atteindre justement c'était les dernières années de Carmen en plus, c'est très bien, la boucle était bouclée, elle a eu le Moulin Rouge, la programmation après, et donc effectivement, j'ai commencé en 85 avec Sissi à l'époque, le chien qui parle. Votre notoriété fait un bond grâce à la télévision, Oui. notamment à l'étranger, en Espagne, en Italie ou encore au Chili. En France, c'est grâce à l'émission La Classe, présentée par Fabrice, que vous faites vos débuts à l'antenne. C'est vrai qu'on se rappelle dans cette émission, dans un décor de salle de classe, Ouais. les artistes jouaient différents sketchs. D'ailleurs, parmi eux, des personnalités bien connues du public. On a par exemple Jean-Marie Bigard, on a Anne Roumanoff ou encore Laurent Ruquier. Est-ce que finalement vous considérez cette émission comme une boîte à talents? C'était une grande boîte à talents, parce que même la gaffe à l'époque, il n'avait pas de texte, il montait après les décors, comme ça, comme un singe. Michel Larocque, tout le monde a commencé là. J'aurais dû être, après La Classe, encore plus connu, mais j'avais déjà ma carrière internationale, moi. D'ailleurs, Fabrice, en parlant de moi, il dit « Oh, Métral, il me fait comme ça, ce geste-là, en disant, il est plein de pognon, parce que par rapport aux autres qui commençaient... Vous aviez déjà un parcours alors J'avais que démarré. une double carrière, mais la grande reconnaissance que j'ai pour La Classe, pour Guy Lux, pour les producteurs aussi, c'est que je faisais 2 créations par semaine. Donc j'avais une équipe avec Viviane, mon épouse, avec d'autres personnes, on ne savait plus quoi faire parler à la fin. Donc il y a le fer à repasser, j'ai fait parler des bouteilles, on se disait mais qu'est-ce qu'on va faire parler cette semaine? Mais ça m'a obligé à créer, et après ça m'a servi lorsque j'ai créé à l'Olympia des spectacles pour les enfants, pour le théâtre de 10 heures, pour... La porte du studio n'est pas fermée, Nicolas. Hein? Oh, ça y est, toi tu vas y avoir droit. Hein? Je l'ai eu. Où c'est que tu es? Je vais à l'intérieur. Ah, je sais que tu es à l'intérieur. On est en train de faire l'interview. Tu nous déranges, hein? Ah, ça va mieux, je t'ai tout fait, hein? Oui. Une petite chanson, mais rapide, parce qu'on a des choses à dire. Vas-y. Je fais un? Oui. Ok. Oh, pardon. C'était bien. Oh, c'était bien, oui. D'ailleurs, je pense qu'on peut l'applaudir, non? Allez, bravo, Ah, je m'y attendais pas à ça. C'était une carrière courte, Mosquitos court. Hein. C'est vrai. Voilà les choses qu'on crée à La Classe, et ça m'a donné, comme la Ligue d'impro, la possibilité ensuite de créer, parce que je construis à l'atelier mes propres personnages. On part d'une idée comme ça, et donc ça permet d'avoir quelque chose à sa main et à son âme aussi. Donc c'était une de mes forces, d'être aussi heureux à l'atelier que sur scène. C'est vrai que vous le disiez, entre 90 et 2000, avec cette nouvelle célébrité, vous avez créé plusieurs pièces de théâtre pour adultes, effectivement des one-man shows, également des comédies musicales pour les enfants, à l'Olympia aussi. C'était À l'Olympia, c'était une année d'Est, une année métrale. Une année d'Est, une année métrale. Donc c'était avec M. Pachery également, et Jean-Michel Boris, le directeur de l'Olympia, qui avait succédé à M. Cocatrix. Et c'était une très très belle aventure. J'oscillais avec Eddie Marouani, qui était mon agent de l'époque, et il me disait, toi tu vas être la nouvelle Goya, Chantal Goya. Parce qu'il voulait créer
Il m'amenait des roses, d'ailleurs, les enfants. C'est un personnage pour les enfants, un peu. Donc, on a créé ça au théâtre de Chaillot, aussi avec Jérôme Savary. Tout un D'ailleurs, c'est spectacle. votre plus grande fierté, Jérôme Savary, qui vous fait confiance et vous ouvre les portes du Théâtre National de Chaillot. Alors, ça, c'était incroyable. Alors, pour avoir le rendez-vous, même Eddie Marouani, le grand Eddie Marouani, il a eu 2 mois pour avoir le rendez-vous. Et donc, on a le rendez-vous. J'ai dit à Eddie, bon, on y va. Il me dit, non, quoi, on y va. Tu y vas. Je dis, ah non, non, tu prends ton sac de marionnettes, tu y vas. Et donc, j'arrive là-bas, devant Jérôme, dans le grand bureau. Il me dit, qu'est-ce que vous voulez? Excusez-moi, j'ai un truc qui m'appelle. Je commence à sortir une marionnette, je la fais parler. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Comme ça. Et puis petit à petit, il dit, on arrête tout. Je dis, oh, bah, ça y est, j'ai eu ma chance, mais c'est fini. Il appelle l'administrateur qui arrive comme ça, avec le cravate, tout ça. Oui, Jérôme, qu'est-ce que c'est? Il dit, bah, regardez ça. Alors, je continue, et après il dit, oui, c'est très bien, mais c'est pas pour nous. Il dit, ah si, on va le mettre à la salle Gémier. Et pour la première fois, il y a eu quelqu'un du musical, pas du théâtre, dans la salle Gémier, et on avait beaucoup de succès, le spectacle était prévu. J'ai eu des 4x4 dans le métro, j'avais jamais eu ça, avec la publicité grâce au Théâtre National de Chaillot. Et ça marchait très très bien. Et on devait continuer après le mois de janvier, et il y a eu les fameux attentats, les premiers, donc avec les Végipirates, et on a dû arrêter. Mais c'était vraiment formidable. Et en 2006, vous êtes le gagnant de l'Étoile d'Argent au Festival européen du cirque à Liège en Belgique. Quelques années après aussi, vous obtenez le prix spécial au Festival international du cirque de Monte-Carlo. Alors, ça a été créé en 1974 par le prince Régnier III de Monaco. Il réunit les meilleurs numéros du monde entier, les meilleurs. Est-ce que cette reconnaissance internationale, finalement, c'est votre plus grande fierté, Marc Métrane? Elle est nécessaire, mais je ne l'ai jamais vraiment recherchée. Même lorsque j'étais à la classe, j'avais beaucoup de mal à... En fait, vous savez, les ventriloques sont des gens spéciaux parce qu'on est à la fois très timide en tant qu'acteur, comédien. C'est pour ça qu'on se cache derrière un personnage. Et cette dualité, alors qu'on est en plein pot en scène, elle existe aussi dans la vie. C'est-à-dire que j'ai jamais eu cette envie de passer devant. J'ai surtout eu toujours envie que les gens oublient complètement pendant quelques minutes leur vie et qu'ils rêvent. Comme quand on est dans un film et qu'on ne peut pas décrocher, quoi. C'est ce qui se passe au Moulin Rouge, le spectacle qu'on a créé avec Viviane. Il fait 15 minutes et on a mis 15 ans à faire 15 minutes internationales parce qu'à chaque seconde, quelqu'un rit. Qu'il soit thaïlandais, américain, australien, espagnol. Donc il a fallu trouver des mots qui soient compréhensibles dans toutes les langues, comme assassin, sabotage, faire quelque chose qui ait quand même du sens, qui ne soit pas ni vulgaire ni débile, et qui soit entertaining. Et donc finalement, on est arrivé, c'est là notre victoire, c'est qu'avec le lion, je ne parle plus. Et c'est visuel, il me regarde comme ça, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Rien, il n'y a rien, bah, regarde-moi, regarde ailleurs. Oui. C'est pas vrai ça. Comme ça donc il y a eu ça a permis d'être vraiment international parce que la barrière de la langue, je suis allé récemment en Chine travailler justement grâce au succès de Britain Got Talent. On va en parler. Et donc là, il a fallu prendre des cours de chinois à la maison. J'avais une prof qui venait 2 fois par semaine. Et c'est une barrière, la langue quand même. Oui. Vous parlez 7 langues d'ailleurs, je crois. Oui. 7 langues en tout. Il a bien fallu, parce que comme je prends des gens en scène, il fallait rester le maître. Alors, il y en a certaines que je ne parle pas complètement, mais je peux me faire comprendre. Oui. On en parlait tout à l'heure, c'est vrai que vous êtes le créateur de ce chien qui parle, et on en parlait. Vous avez participé effectivement à l'émission Britain Got Talent avec votre petite chienne Wendy. Voilà. Vous êtes arrivé en demi-finale, vous avez alors impressionné le public et le jury. Et d'ailleurs, la vidéo a fait un carton. On a sur YouTube 40 millions de vues. D'ailleurs, vous êtes demandé à travers le monde. D'ailleurs, je vais tout de suite vous faire redécouvrir ce moment. Avec plaisir. Hey, say something. No. Why not? It's fantastic, come on. Sprechen Sie Deutsch? Yes. Oh my God. No, listen. English? Si. Spanish? Oui. Français? Ok. Ok.
Hey, Wendy, listen to me. You think I am stupid? Yes. Moi, j'y suis allé les mains dans les poches. Et j'avais dit à Viviane, cette année, on ne travaille pas au Moulin Rouge, on fait des choses qu'on n'a jamais fait. Donc, on va faire la Chine, on va faire des choses. Et tiens, je vais faire Britain Got Talent. Elle me dit, non, ne fais pas ça, c'est risqué, c'est ridicule, c'est pas la peine. Et donc, je suis allé avec ma fille quand même, parce que je suis têtu. Et là-bas, donc, j'étais très décontracté. Et il y a eu cet effet incroyable. Et le directeur du programme, qui est aussi dans le jury, qui s'appelle Simon Cowell, est un jury qui fait peur à tout le monde, parce que lui, il est très comme ça. Et ce que je ne savais pas, lui, il ne savait pas non plus que je passais, mais lui, il avait dit, si jamais je vois un chien qui parle, et qui chante et qui fait miaou, j'arrête le métier. Et donc, il fait aussi American Got Talent, hein, donc il envoie des choses. Hein. Et donc, il n'était pas prévenu. Et donc, moi, je commence à travailler, et là, on voit sur la vidéo, il fait ça. Et le public ahuri, le jury ahuri. Et il y a une des protagonistes qui me dit, mais vous avez marqué l'histoire de la télévision, vous êtes vraiment le gagnant de ça. Et quand il remonte après, dans les loges, il appelle sa femme, il dit, j'ai vu un chien qui parle, ma chérie. Je dis, non, si, non, il parle, je te dis qu'il parle. Comme ça, je commence à se disputer. Donc, c'était incroyable. Et dans le théâtre aussi, le public anglais est extraordinaire. C'est un peu une seconde carrière, on peut le dire, Marc Métral. C'est inespéré, une seconde carrière, et qui nous envoie maintenant avec un grand plaisir. Je suis allé récemment chez le Drucker brésilien, Monsieur Fausto, qui a on a fait une grosse émission là-bas. Bien sûr, la Chine, on en a parlé. Je dois aller à Doha, en Thaïlande, enfin un peu partout, en Australie. Ça nous permet de redécouvrir d'une autre façon ce que j'ai fait pendant toute une vie. Les gens le découvrent maintenant. C'est un beau cadeau de la vie. C'est vrai qu'en 2016, vous avez participé au festival d'état du cirque de Zhonghao en Chine. C'est bien prononcé? C'est pas mal. Pas mal. Bon, on me comprendrait pas. Zhonghai, voilà, exactement. Et c'est vrai que c'est un festival hein, qui rassemble des belles représentations jouées dans divers pays. D'ailleurs, on a ce panel de jury hein, qui comprend plusieurs personnalités qui est là pour juger les artistes. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce moment? De la Chine? Ouais. Alors, on a découvert un autre monde, vraiment très policé. Et alors, ce qui est très surprenant pour un artiste, c'est qu'ils applaudissent comme ça. Voilà. Et là, on a fait un gros succès. D'accord. Donc, toutes mes musiques de sortie et d'entrée étaient trop longues. Et je vais voir le producteur, je dis, ça ne marche pas beaucoup, il faudrait mettre un grand écran quand même, parce qu'il y a 8000 personnes dans le cirque, et le petit chien qui parle, il ne le voit pas, il dit, si, ça passe bien, c'est tout le monde beaucoup content, il applaudit. Ah bon, pas plus? Non, pas plus, ça, c'est comme ça. Et donc j'étais surtout fier qu'ils comprennent mon chinois. Et ce petit chien dans ce grand cirque, c'était vraiment exceptionnel. Je suis content de l'avoir fait. Je ne suis pas sûr que j'ai envie d'y retourner, mais je suis content de l'avoir fait. Alors maintenant, Marc Métral, je vais vous poser quelques questions. Mon Dieu! Connaître différemment. Vous êtes prêts? Oui, allons-y. Et justement, si votre animal de compagnie pouvait parler, en l'occurrence votre petite chienne Wendy, Oui. qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle vous dise? Où va-t-on maintenant? Où va-t-on maintenant? Parce que il y a certaines personnes, il y a une polémique qui a été créée de façon inutile. Vous savez que les animaux ont beaucoup de mal à travailler maintenant dans les cirques, dans les cabarets, parce qu'il y a tout le monde pense que les animaux qui travaillent sont contraints et forcés de travailler. Moi, j'ai une relation d'amour, j'ai toujours avec mes chiens. Quand je pars au cabaret, j'en ai deux, pour pouvoir en laisser un, celui qui a envie de travailler vient, et ils viennent tout de suite là, et ils sont ravis de partager ces émotions-là. Avant d'entrer en scène, elle tremble un petit peu, elle a le trac. Elle a le trac. Incroyable, après même des années. Et après, elle est très heureuse, après elle a sa récompense, moi je mange. Oui, vous voyez, on partage les mêmes... C'est une belle relation d'amitié. Une belle relation d'amitié et d'amour. Donc, je suis sûr qu'elle dirait, bon, ben, actuellement, je suis en train de déménager, et donc on travaille un tout petit peu moins. Et ben, elle vient vers moi, elle dit, bon, alors, je ne suis pas brossé aujourd'hui ou... Quel est votre chiffre porte-bonheur? C'est le 7. Pourquoi? Parce que c'est le chiffre sacré, le chiffre
qu'il y a dans tous les évangiles. Et c'est quelque chose, j'ai remarqué, qui est important dans ma vie de plusieurs manières. Le numéro que vous composez, donc le numéro de téléphone que vous composez le plus souvent, c'est qui? C'est celui de mon épouse, parce que nous sommes les Maritier et Gilbert Carpentier du musical. Viviane et Marc, on est inséparables. Et c'était une grande magicienne, elle a mis en scène tous mes spectacles, elle a écrit beaucoup de textes, et c'est quelque chose qui est très important pour moi. La boisson que vous adorez? Alors, si je le dis, j'adore le panaché, mais c'est pas très glamour. Hein. J'aurais dû dire un punch, non, un truc comme ça, mais non, je bois très rarement de l'alcool. Alors maintenant, on a une petite habitude dans cette émission, Marc Oui. Métral. Vous allez regarder la caméra qui est juste en face de vous. Oui. Donc vous parlez yeux dans les yeux avec nos téléspectateurs. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Je voudrais leur dire qu'ils m'ont donné beaucoup de bonheur pendant 40 ans maintenant. 40 ans. Et j'espère en avoir donné autant en retour. Mais cette relation d'amour qu'il y a entre vous et moi, elle est marquée à jamais dans ma vie et elle va continuer par-delà le temps, je pense. À travers toutes les images et à travers mes enfants, à travers tout ça. Et en plus, en parlant d'enfants, c'est vrai que votre fils joue dans une pièce. Alors, j'ai une petite fille qui avait 2 ans quand même, Marine, qui est une future magicienne, parce que son grand-père était maître de magie, Mireldo, et mon fils, Mathieu Métral, et maintenant, il m'a dit, je vais être comédien. Je dis, je vais te nourrir toute ma vie, quoi. J'ai compris. Eh ben non, il a beaucoup de talent. Il a été engagé par Alexis Michalik, dans l'auteur à la mode et qui monte dans le Cercle des Illusionnistes. Et actuellement, il était en tournée à Nouméa. Il va revenir, je crois, à la Pépinière cet été, sur Paris, avec le Cercle des Illusionnistes. Il faut quand même le faire, non? Il y a eu Porteur d'Histoire aussi. Il y a eu Porteur d'Histoire, il y a Edmond, une autre pièce qui marche très bien. Ce qui est incroyable, pour revenir sur le Cercle des Illusionnistes, c'est que il faut quand même le trouver. Sa première pièce privée, elle parle de magie. Mais c'est un carton. Oui, non, mais elle parle de magie par rapport à notre histoire à nous, les Métros, la famille Métral. C'est incroyable, quoi. La vie fait des clins d'œil. Hein. Effectivement. Ouais. Merci beaucoup, Marc Métral, d'avoir accepté cette invitation pour parler de votre parcours. Ça a été... Ah, Nicolas, c'est parfait. Bon. Moi, je serais bien encore resté toute la nuit. Hein. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Marc Métral. À très bientôt et bonne continuation. À bientôt. Merci. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, avec une nouvelle personnalité qui viendra face à moi nous raconter sa vie et son histoire. À très vite.